Le monde n'a pas toujours été limité et décadent. Il y a des milliers d'années, quand le reste du monde priait ses idoles, les Valyriens furent élevés au rang de dieux. Grâce à la magie et à leur ténacité, ils domptèrent les plus grandes créatures de tous les temps. Avec un cheval, l'homme conquiert les terres. Avec un navire, il domine les mers. Les dragons, eux, nous donnèrent la maîtrise du ciel et de tout ce qu'il y a en dessous. À l'apogée de leur puissance, mes ancêtres ont régné sur le monde connu. Notre pouvoir s'étendait partout, sauf là où cela n'en valait pas la peine. Notre capitale, Valyria, éclipsait les cités magnifiques de l'Est. Architectes et maçons ne pouvaient rivaliser avec le feu des dragons et la magie. C'était une cité, un empire bâti pour durer jusqu'à la fin des temps. Ce ne fut pas le cas. Il y a 4 siècles, le fléau s'abattit sur Valyria. Les montagnes se fondirent comme des coquilles d'œufs. L'eau des lacs et des rivières se mit à bouillir. Des fontaines de feu, de nuées ardentes, jaillirent si haut des entrailles de la terre que même les dragons brûlèrent en vol. La terre s'ouvrit et la mer déchaînée s'y engouffra. En quelques heures, la plus glorieuse des cités entra dans la nuit de l'histoire. Mes ancêtres ne périrent pas par le feu ou l'eau avec le reste de leur race. 12 ans avant le fléau, sous les railleries de ses opposants, Aenar Targaryen abandonna la capitale avec sa famille. La légende veut que sa fille ait eu en rêve la prescience de la destruction de la ville. Il est plus probable qu'Aenar, confronté à des intrigues de palais, avait choisi l'exil plutôt que l'exécution. Il se réfugia avec toute sa maison sur une île désolée, perdue, oubliée de tous. Elle n'allait pas le rester. Avec des savoirs oubliés, le petit avant-poste de Père Dragon devint une forteresse à la mesure des derniers seigneurs des dragons. Les descendants d'Aenar s'établirent dans ce qu'ils considérèrent comme le tombeau de leur patrie perdue, jusqu'à l'avènement d'Aegon. Quand son regard se portait vers l'Est, il voyait le passé, suranné, brisé, anéanti. Quand son regard se portait vers l'Ouest, il y voyait l'avenir. De l'or dans le sol, de l'or dans les champs, et dans le ciel nul autre dragon que les siens. En compagnie de ses sœurs Rhaenys et Visenya, il survola le grand continent, en apparence simple visiteur curieux d'une terre étrange. Mais à leur retour, Aegon ordonna la fabrication d'une grande table ayant la forme de Westeros, où figuraient les principales rivières et montagnes qu'ils avaient survolées. Une sorte de carte personnelle des 7 couronnes, alors gouvernée par 7 familles querelleuses. La maison Durandon régnait sur les terres de l'orage, depuis Accalmie à la pointe sud de Père Dragon. La maison Chenue régnait sur les îles de Fer. Elle avait également conquis et asservi le Conflent qu'elle gouvernait depuis Harrenhal, un château gigantesque se dressant sur les rivages de l'Œil-Dieu. La maison Stark régnait sur les étendues glacées et désertiques du Nord, le plus ancien, le plus vaste et le moins peuplé des royaumes. La maison Lannister régnait sur les terres de l'Ouest, le plus riche des royaumes grâce à ses mines d'or. La maison Gardener régnait sur le Biais, le 2e royaume le plus riche grâce à ses récoltes abondantes. La maison Erin tenait le Val, à moins que ce ne fût le contraire. On ne pouvait franchir ces montagnes, si ce n'est par l'inexpugnable porte sanglante. La maison Martell régnait sur les déserts de Dorne, probablement parce que personne n'en voulait. Ensemble, les 7 couronnes formaient Westeros. Un royaume qui n'en était pas encore un, dirigé par des grandes familles ignorantes de ce qu'était la grandeur. Aegon allait la leur apprendre. Bien que la maison Durandon ait proclamé ses membres rois de l'orage, elle n'était guère plus qu'une bourrasque. Son royaume des terres de l'orage s'effritait lentement depuis des siècles, aidé en cela par les maisons voisines, dont la maison Chenue. Celle-ci allait bientôt achever le gigantesque château de Harrenhal, bien trop vaste et trop coûteux pour n'être que la place forte du Conflent. Le roi Argilac savait dans quelle direction les Fernés se tourneraient bientôt. Un roi qui tient à sa couronne reste en principe à bonne distance d'un homme qui maîtrise des monstres cracheurs de feu. Mais le roi Argilac n'était pas surnommé l'arrogant sans raison. Décidé à mettre un terme au déclin de sa famille, il envoya un émissaire à Père Dragon pour gagner Aegon Targaryen et ses dragons à sa cause.
En échange de quoi Argilac lui promettait des terres qu'il n'avait pas et une femme dont Aegon n'avait aucun besoin. Car ainsi qu'on le faisait à Valyria, il avait épousé sa sœur aînée, Visenya. Puis, chose inhabituelle à Valyria, sa cadette Rhaenys également. 2 sœurs, 2 épouses. Voilà peut-être pourquoi il avait une telle hâte de quitter Pendragon. La rebuffade d'Aegon fut courtoise. Il envoya un émissaire pour proposer que la main de la princesse Durandon fût accordée à son meilleur ami et, disait-on, son demi-frère, Rhys Baratheon. Il reçut en retour un coffret accompagné d'une missive. « Voici les seules mains que j'accorderai à ton bâtard, » lui répondait Argilac. Le coffret contenait les mains de l'émissaire d'Aegon. Depuis combien de temps Aegon attendait-il un tel prétexte? Sa flotte était prête à prendre la mer. Des corbeaux furent envoyés à chacun des grands seigneurs des 7 couronnes. Tous porteurs du même message. Il n'y aurait dorénavant qu'un seul roi à Westeros. Ceux qui prêteraient allégeance à Aegon de la maison Targaryen garderaient leurs terres et leurs titres. Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient dépossédés, humiliés et anéantis. L'arrogance de ce pauvre vieil Argilac était sans commune mesure avec celle d'Aegon. Aegon accosta à l'embouchure de la Nera et construisit ce qui deviendrait Fort Aegon, sur les terres mêmes que se disputaient Aron et Argilac, pour qu'ils n'arrivent pas à décider lequel des deux était menacé. Suivant la coutume des 7 couronnes, Aegon déploya sa propre bannière au dragon à 3 têtes crachant le feu sur champ noir. Visenya le couronna d'un bandeau d'acier valyrien serti de rubis, tandis que Rhaenys saluait le premier roi qu'ait eu le continent depuis l'âge de l'Aube. Sous les acclamations de ses vassaux et des villageois alentours, Aegon forma un conseil restreint, constitué d'amis loyaux. À sa tête, Rhys Baratheon, qu'il appela ma solide main droite. Le titre se perpétua, c'est ainsi qu'un bâtard devint la première main du roi. Mais pour l'instant, le royaume d'Aegon se limitait à une île rocailleuse et quelques champs. Les autres rois avaient des armées, des navires, des châteaux et des milliers d'années de règne derrière eux. Mais Aegon avait des dragons. La devise qu'il avait choisie pour sa maison était de feu et de sang. Quand il serait parvenu à ses fins, les fleuves, les champs et les cieux se teinteraient de rouge.